وين هي الدولة اللبنانية سترد؟ وين هي؟ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les forces du 14 mars appellent Michel Sleiman à prendre l'initiative pour arrêter l'effondrement de l'État et accusent le Hezbollah d'entraîner le Liban dans la guerre en Syrie. Nouveau report du Conseil constitutionnel faute de quorum. Si l'instance n'arrive pas à se réunir d'ici samedi, la loi sur la prorogation du mandat du Parlement sera validée. Deuxième et dernière journée du sommet du G8 en Irlande du Nord. La Syrie et le soutien de la Russie à Bachar el-Assad éclipsent la plupart des autres sujets à l'ordre du jour. Et à suivre également dans cette édition, l'Afghanistan annonce des négociations de paix avec les talibans au Qatar, au moment où l'OTAN lance la dernière phase du transfert de la sécurité du pays aux forces afghanes. Mais d'abord, cette information des échanges de tirs entre des partisans de l'imam radical Ahmed El-Assir et d'autres qui seraient liés au Hezbollah ont eu lieu en début d'après-midi à Saïda, au Liban Sud. Des membres du Parti de Dieu occupent des appartements aux abords de la mosquée où officie Cheikh Assir. Plusieurs incidents ont déjà opposé des partisans de l'imam radical à des membres présumés du Hezbollah. Point de presse du 14 mars ce mardi au Parlement. Fouad Seniora, le chef du Bloc du Futur, a indiqué que la coalition a transmis un mémorandum à Michel Sleiman. Il s'agit du second en 9 mois. Dans ce document, l'Alliance appelle le président à lancer une initiative pour stopper l'effondrement de l'État et redonner espoir aux Libanais. Elle appelle également au déploiement de l'armée le long de la frontière avec la Syrie et suggère que les casques bleus des Nations Unies y jouent aussi un rôle. Dans ce mémorandum, les forces du 14 mars s'attaquent au Hezbollah. Elles réclament son retrait total et immédiat de Syrie et jugent que l'arsenal illégal du Parti de Dieu le rend plus fort que l'État. Le Hezbollah est également accusé de contribuer à la prolifération des armes et des hommes armés dans différentes régions libanaises et d'aller à l'encontre du dialogue national et de la déclaration de Brabda, déclaration qui appelle à la neutralité du Liban face aux crises régionales. Dans le même temps, le chef de l'État a remis au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Liban, Derek Plummy, un mémorandum sur les violations syriennes de la souveraineté libanaise. Un bras de fer est engagé entre Michel Sleiman et le ministre sortant des Affaires étrangères, Hanan Mansour, qui soutient le régime de Damas concernant l'utilité d'une plainte auprès de l'ONU sur les bombardements syriens au Liban. Le chef de l'État s'est par la suite entretenu avec Catherine Ashton, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, en visite au Liban. Najib Miati appelle une nouvelle fois la communauté internationale à partager avec Beyrouth le fardeau des réfugiés syriens qui affluent au Liban. Un appel lancé au cours d'une conférence au Grand Sérail en présence du haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Antonio Guterres. Le Premier ministre sortant a également souligné la nécessité d'imposer certains critères d'entrée aux réfugiés. Selon lui, le Liban ne peut pas faire face seul à l'afflux de réfugiés. Le haut-commissaire a de son côté assuré que l'ONU est engagée aux côtés du gouvernement libanais pour transformer les promesses de la communauté internationale en réalité. Le Liban accueille aujourd'hui plus de 530 000 réfugiés syriens, même si la réalité est bien au-delà. Troisième report du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui encore, le quorum n'a pas été atteint pour étudier les 2 recours en invalidation de la loi de prorogation du mandat du Parlement. Une nouvelle réunion a été fixée au vendredi 21 juin. Le 11 et le 12 juin, 2 précédentes réunions avaient déjà été ajournées pour la même raison, sachant qu'il faut un minimum de 8 membres sur 10 pour assurer ce quorum. Les membres absents sont toujours les mêmes, Mohamed Bassam Murtada, Ahmed Taïeddine et Souheil Abd Samad, qui occupent respectivement les sièges réservés aux chiites et aux druzes. En l'absence de motifs concernant leur absence, ils risquent d'être considérés comme démissionnaires, selon l'article 19 du règlement du Conseil constitutionnel. Si d'ici ce samedi, l'instance n'arrive pas à se réunir avec la présence d'au moins un des 3 juges absents, la loi de prorogation sera validée. Walid Jumblat bientôt à Riyad pour discuter de la formation du nouveau gouvernement. Selon le quotidien An-Nahar, le chef du parti progressiste socialiste va s'entretenir avec les dirigeants saoudiens des efforts entrepris par le Premier ministre désigné Tamam Salam.
Objectif, répartir équitablement les portefeuilles ministériels entre les forces du 14 mars, celles du 8 mars et les centristes, chaque parti étant représenté par 8 ministres. En effet, Salam refuse à accorder le droit de veto à l'un des camps. Dans le même temps, le quotidien Al-Jumhuriya rapporte que des contacts sont en cours entre Walid Jumblat et l'ancien Premier ministre Saad Hariri, toujours au sujet de la formation du gouvernement. En mars dernier, le Premier ministre Najib Miati avait présenté sa démission et Tamam Salam avait été désigné pour former un nouveau gouvernement. Le sommet annuel du G8 touche à sa fin en Irlande du Nord. Au cœur des discussions entamées hier, le conflit en Syrie sur lequel les 8 puissances mondiales n'arrivent pas à s'accorder. Moscou a d'ailleurs empêché toute référence au sort de Bachar el-Assad dans le communiqué final du sommet. Reportage. Deuxième et dernière journée de réunion pour les dirigeants du G8 en Irlande du Nord. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Russie, l'Italie, le Canada et le Japon sont assis autour de la même table pour discuter de croissance économique, de fraude fiscale, mais surtout de la Syrie. Car s'il y a une question sur laquelle le G8 n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est la guerre civile syrienne. La tension est particulièrement palpable entre le chef d'État américain Barack Obama et son homologue russe. Pour Vladimir Poutine, la livraison d'armes aux rebelles syriens reste hors de question, contrairement à Paris, Londres et Washington, qui a d'ailleurs promis plus de 300 millions de dollars supplémentaires d'aide humanitaire. Mais Américains et Russes s'accordent tout de même sur un point, la nécessité de négocier. Nous avons des vues différentes, mais nous partageons la même volonté de réduire les violences et de mettre un terme à la menace des armes chimiques. Bien sûr que nos opinions divergent, mais nous avons tous l'intention de stopper les violences en Syrie, de stopper le nombre croissant de victimes et de trouver une solution pacifique, notamment en mettant les deux parties autour de la même table de négociation à Genève. Même si elle se dit prête à travailler à l'élaboration d'une conférence internationale de paix, la Russie reste le principal soutien du président syrien Bachar el-Assad, une position qui exaspère le reste du G8 qui pourrait se transformer en G7. Si la réunion n'aboutit sur aucun consensus, les leaders ont en effet la possibilité de publier un communiqué sans les Russes. Autre sujet abordé lors du sommet, la fraude fiscale et le lancement de négociations concernant un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Un projet controversé qui pourrait, selon le Premier ministre britannique David Cameron, mener au plus important accord bilatéral de l'histoire. Et puis à présent, direction Saïda pour plus d'informations sur les accrochages qui ont eu lieu entre des partisans de Cheikh al-Assir et des membres du Hezbollah. En arabe, ننتقل الآن إلى سايدا لمتابعة التطورات الأمنية هناك في ضوء الاشتباكات بين أنصار الشيخ أحمد الأسير وعناصر من حزب الله. ومعنا من صيدا مراسلنا رأفت نعيم. رأفت تفضل. نعم، نحن الآن في ساحة النجمة وسط مدينة صيدا على بعد حوالي كيلومترين من هذا المكان، تحديدا في منطقة عبرة التي شهدت اليوم اشتباكات عنيفة بين مناصري الشيخ أحمد الأسير وعدد من المسلحين التابعين لسرايا المقاومة التابعة لحزب الله. لا تزال تسمع بين الحين والآخر أصوات طلقات نارية رشاشة وبعض القذائف الصاروخية في أجواء المنطقة، ولا تزال طرقات عبر الرئيسية والداخلية مقطعة وسط انتشار وظهور مسلح لمسلحين من الطرفين. كما وفدنا عن ظهور بعض العناصر المسلحة في بعض أحياء المدينة وعند مدخلها الشمالي، لكن كما نرى الحركة في وسط المدينة بدأت تستعيد نشاطها بعد تراجع حدة. On s'excuse de cette interruption. Donc, comme notre correspondant le disait, le calme est en train de retourner à Saïda et les routes sont en train d'être réouvertes. Retour sur le dossier syrien avec cette déclaration de Sergei Lavrov. Le chef de la diplomatie russe estime que la tenue de la conférence internationale Genève 2 ne doit pas signifier la capitulation du régime de Bachar el-Assad, suivi de la passation des pouvoirs à l'opposition. Moscou et Washington cherchent à organiser cette conférence de paix internationale pour réunir des représentants du régime syrien et de l'opposition et tenter de trouver une issue au conflit qui a fait plus de 94 000 morts depuis mars 2011. Initialement programmés pour le mois de juin, les pourparlers n'auront pas lieu avant juillet, faute d'accord sur la liste des participants. Au retour de la pause, direction le Brésil en proie à des manifestations monstres contre la cherté de la vie et la facture du mondial 2014.
Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Un double attentat suicide visant une mosquée chiite de Bagdad a fait au moins 31 morts parmi des fidèles. L'attaque s'est produite dans le quartier d'Al-Kahira, dans le nord de la capitale irakienne. Le mois dernier, les violences ont fait plus de 1000 morts en Irak, selon l'ONU. L'affrontement entre sunnites et chiites est attisé par les effets de la guerre civile en Syrie voisine. Barack Obama considère l'élection du modéré Hassan Rouhani à la présidence de l'Iran comme le signe d'une volonté de changement de la part du peuple iranien. Mais le président américain reste prudent sur les chances d'avancées significatives dans le contentieux sur le programme nucléaire de la République islamique. Obama assure que les Occidentaux souhaitent négocier avec l'Iran sur cette question, mais que les sanctions ne seront pas levées sans preuve que Téhéran ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire. Le chef de l'État américain a toutefois noté que l'ayatollah Ali Khamenei demeure le guide suprême de la révolution iranienne et donc celui qui a le dernier mot sur la question du nucléaire. Passage de témoins entre les militaires de l'OTAN et les troupes afghanes à Kaboul en présence du président Hamid Karzai et du secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Au centre des interrogations sur l'avenir de l'Afghanistan, la présence des talibans dans le pays. Ce sont désormais les forces armées afghanes qui patrouillent dans la province de Kandahar, l'un des 95 districts transférés ce matin des militaires internationaux de l'OTAN aux soldats afghans. Nous sommes prêts à prendre le contrôle de la sécurité aux étrangers et à servir notre pays. Nous sommons le gouvernement de nous équiper avec des armes lourdes afin que nous puissions assurer la sécurité de l'ensemble de l'Afghanistan. Dans le sud-est du pays, proche de la frontière pakistanaise, la zone est un bastion de l'insurrection. Au cœur des préoccupations sur l'avenir du pays, des discussions de paix devraient reprendre avec les talibans. Notre Haut Conseil pour la paix ira au Qatar pour parler avec les talibans. Nous espérons que nos frères, les talibans, comprennent également que les discussions de paix devront se poursuivre sur notre sol pour assurer la paix de l'Afghanistan. Le transfert progressif de la sécurité du pays entamé en juillet 2011 s'achèvera complètement à la fin de l'année prochaine. 100 000 soldats de l'OTAN quitteront alors l'Afghanistan. L'Alliance Atlantique ne conservera ensuite qu'un rôle de soutien et de formation des quelques 350 000 membres des forces de sécurité afghanes. Le but est de former, de conseiller et d'aider les forces afghanes. Nous prendrons également part à un dispositif international plus large visant à assurer le maintien à long terme des forces de sécurité afghanes. Il s'agira d'une nouvelle preuve que l'Afghanistan n'est pas seul aujourd'hui et à l'avenir. Les États-Unis, qui fournissent les 2/3 des effectifs, prévoient toutefois de laisser dans le pays un contingent de soldats. Les incertitudes quant à la capacité des troupes afghanes de maintenir l'ordre sont grandes. Moins de 2 heures avant la cérémonie de transfert, un attentat à Kaboul a fait 3 morts et une trentaine de blessés. L'attaque à la bombe artisanale a visé un parlementaire appelé à jouer un rôle important dans l'élection présidentielle de l'an prochain. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, le Pentagone a dévoilé le statut de chacun des 166 détenus de Guantanamo. Parmi eux, 46 sont en détention illimitée, une forme de statut de prisonniers de guerre qui ne peuvent pas être poursuivis faute de preuves ni libérés en raison du danger qu'ils représentent pour les États-Unis. Pour protester contre ce système, 104 prisonniers observent une grève de la faim sans précédent qui dure depuis maintenant 4 mois. 44 ont dû être alimentés de force. C'est du jamais vu au Brésil depuis plus de 20 ans. Après une semaine de protestation, le mouvement de contestation prend un nouveau tournant en réunissant près de 200 000 personnes à travers le pays. À l'origine de la colère des manifestants, la hausse des tarifs dans les transports publics et la facture du mondial 2014. Pacifique au début, la manifestation a dégénéré. La nuit tombée, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont aussi éclaté à Rio de Janeiro. Et puis la justice grecque a ordonné la réouverture de la radio-télévision publique. Si les employés ont remporté une bataille, ils n'ont pas pour autant gagné la guerre. La prudence est donc de mise. Les 2700 employés du groupe ne sont pas du tout assurés d'être tous intégrés dans la nouvelle structure. La décision du gouvernement de fermer le RT il y a une semaine avait suscité de vives critiques de la part de plusieurs instances européennes. Fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les forces du 14 mars appellent Michel Sleiman à prendre l'initiative pour arrêter l'effondrement de l'État et accusent le Hezbollah d'entraîner le Liban dans la guerre en Syrie. Nouveau report du Conseil constitutionnel faute de quorum. Si l'instance n'arrive pas à se réunir d'ici samedi, la loi sur la prorogation du mandat du Parlement sera validée.
Deuxième et dernière journée du sommet du G8 en Irlande du Nord, la Syrie et le soutien de la Russie à Bachar el-Assad éclipsent la plupart des autres sujets à l'ordre du jour. Et puis l'Afghanistan annonce des négociations de paix avec les talibans au Qatar, au moment où l'OTAN lance la dernière phase du transfert de la sécurité du pays aux forces afghanes. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programme sur notre antenne et à demain. وين هي الدولة اللبنانية ترى